Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19h. Dans l'actualité ce soir, nous reviendrons sur la condamnation de l'ancien maire de M'Tsangamouji. Ce mercredi, le tribunal de grande instance a rendu son verdict dans l'affaire des fausses procurations de la même commune. Ce sera 2 ans de prison ferme pour Moula Issouf Madi. Le point au cours de cette édition, juste après les titres de votre JTM. Le verdict a été rendu ce matin au tribunal de grande instance. Moula Issouf Madi a été jugé coupable dans l'affaire des fausses procurations de M'Tsangamouji. Il est condamné à 2 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et une interdiction de voter de la même durée. Ses complices, eux, écopent de 18 mois de prison ferme. Le point sur cette affaire en ouverture de votre journal. Le Code du travail de droit commun sera bien applicable à Mayotte au 1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 20 salariés et 2019 pour celles de moins de 20 salariés. Aujourd'hui, un séminaire d'information organisé par la DIECT a eu lieu dans ce cadre au cinéma Alpaggio. L'occasion de faire le point sur cette entrée progressive dans le droit commun et explications. Connaître le territoire et les politiques de réussite éducative. Voici le thème de la rencontre interinstitutionnelle qui s'est tenue ce matin à la mairie de Mamoudzou. L'Association nationale des acteurs de la réussite éducative a mis en place depuis 10 ans à Mayotte un accompagnement pour 270 enfants en difficulté scolaire. Reportage. Au chapitre judiciaire, la sentence est donc tombée dans l'affaire des fausses procurations de la commune de M'Tsangamouji. Moula Issouf Madi, ancien maire de la commune, a été condamné ce mercredi par le tribunal de grande instance à 2 ans de prison ferme. Une sanction dépassant ainsi la peine de 14 mois requis par le parquet. Ses 2 complices dans la fraude d'écope également de 18 mois d'emprisonnement ferme chacun. Les réactions à la sortie de l'audience dans ce reportage. Un jugement cinglant et une peine qui se veut exemplaire. 2 ans de prison ferme pour Moula Issouf Madi, coupable de fraude électorale lors des dernières municipales dans la commune de M'Tsangamouji en 2014. Une décision dont se félicite le ministère public. Je considère que justice a été rendue sur un dossier qui met en évidence des questions essentielles pour la vie collective. Des questions de démocratie, des questions de respect de règles, après une enquête exemplaire qui a permis de mettre en évidence les responsabilités. Le tribunal a pris sa décision, elle me paraît conforme à la gravité des faits et je trouve que c'est nécessaire aussi que cette délinquance-là aussi soit sanctionnée de la façon la plus ferme possible. L'homme politique est également condamné à 5 ans d'inéligibilité et une interdiction de vote. Idem pour ses colistiers, Hassani Soufoumatoire et Haïdar Atoumani Saïd, écopent quant à eux de 18 mois d'emprisonnement chacun. Une sentence jugée sévère par la défense. Elle compte faire appel. Ça reste quand même une tentative de fraude électorale. Il n'y a pas de victimes dans ce dossier. On nous a annoncé une 50aine de victimes, on n'en a pas vu une seule. On n'a pas dans ce dossier une liste électorale sur laquelle on pourrait éventuellement voir si les procurations frauduleusement obtenues ou fabriquées concordent avec la liste électorale et qu'elles pourraient servir à d'autres personnes de pouvoir voter. Donc le tribunal ne pouvait pas condamner et surtout pas condamner à une lourde peine. Donc nous avons décidé bien évidemment d'examiner ensemble avec mon client les possibilités de faire un recours. Pour Moula Issouf Madi, ancien maire de M'Tsangamouji et premier secrétaire départemental du Parti socialiste, cette condamnation sonne probablement comme la fin d'une longue carrière politique au niveau local. Autre chapitre dans votre 19h social avec la poursuite de la grève à Longoni malgré la réouverture du port. À ce sujet, le président de l'Union maritime Norbert Martinez a réagi lors de la matinale de Kouézi ce mercredi. Un président récemment accusé d'engrainer les grévistes à une heure où les entraves à la libre circulation des biens et des personnes posent de graves problèmes aux entreprises. Accusation aujourd'hui réfutée en bloc
par l'intéressé. On l'écoute. Mais arrivé à un moment, il faut quand même ouvrir ce port, que ce port fonctionne et arrêter d'être sous la menace de grévistes qui, à mon avis, ne font planer qu'un doute, même si on peut les comprendre, mais il y a d'autres voies de négociation. Et c'est pour ça que je parlais du conseil départemental. Moi, je demande d'une manière formelle que le conseil départemental dise exactement ce qu'il souhaite faire. C'est beaucoup plus simple. Et après, nous, l'Union maritime, on sera à côté du conseil départemental ou contre, en fonction de la décision qu'ils vont prendre. Si c'est régi, bah pourquoi pas. Si c'est, je dis bien, si c'est conservé actuellement MCG aux commandes du port, pourquoi pas, à condition de mettre quelques organes de contrôle et de sécurité. J'ai toujours dit, je n'ai pas changé. Je n'ai pas du tout changé. Ce n'est pas à nous de faire la loi sur le port. Nous, on défend les intérêts. Moi, je ne fais que défendre les intérêts des membres de l'Union maritime. Autre grève ce mercredi, vous avez dû sûrement vous en rendre compte par l'absence de vos courriers au sein de vos boîtes aux lettres. C'est le mouvement conduit par l'ensemble du personnel de la Poste à l'appel du syndicat Sud Solidaire Territorial. Bonsoir Mounir Moussa. Bonsoir. Bienvenue dans ce 19h. Alors vous avez lancé ce mercredi, vous avez déposé un préavis de grève de 24 heures. Pour quelle raison tout d'abord? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier à l'ensemble des adhérents Sud PTT qui ont répondu présents aujourd'hui pour la grève. Donc, le but de la grève, c'est que on avait eu une réunion avec la direction de la Poste Mayotte. On l'avait alerté qu'il s'était engagé de recruter par rapport à un protocole d'accord qu'on avait signé le 29 septembre 2016, disant que la Poste allait s'engager à recruter, à donner 30 promotions, donc, dont 15 en 2016 et 15 en 2017. Ces engagements n'ont pas été tenus aujourd'hui? Donc ces engagements n'ont pas été tenus. Donc on a dit qui sème la misère récolte la colère. Donc dans ce cadre, nous avons posé un préavis de grève. On a été reçus, mais les réponses qu'on nous a données ne nous ont pas satisfaits. Donc ce matin, on était en grève. C'est juste une grève d'avertissement pour dire à la Poste, attention, si vous ne faites pas ce que les agents attendent, nous allons reprendre encore la grève le mois de décembre. Dans vos délégations, on retrouve 11 points de revendication. Aujourd'hui, vous réclamez notamment la réalisation d'un audit sur la situation de la Poste. Pour quelle raison? Est-ce que la situation est critique à la Poste? Ah oui. À quel point? À quel point? Je vais vous expliquer un peu. Parce que, comme vous le savez, Mayotte, la population a fortement augmenté. Ça, tout le monde le connaît. Il y a une forte, comment on appelle, au niveau national, le courrier, il baisse. Contrairement à Mayotte, le courrier, vraiment, il augmente en puissance. Donc, les Mahorais, nous, on n'arrive plus à suivre. Dans ce cadre, on a demandé à ce qu'on fait un audit. Donc, on a voulu un peu comparer Mayotte par rapport à l'île de la Réunion. Donc, le constat qu'on a fait, aujourd'hui, par exemple, en termes de population, sur la Réunion, ils ont 897 963 habitants. Mayotte, 225 605 habitants. Ressources humaines, sur la Réunion, 1933 agents, dont 1091 services colis, 152 services financiers, banque postale 690 réseaux. S'agissant de Mayotte, par rapport à l'augmentation que j'avais dit, on estime aujourd'hui en 2017 qu'on est à 262 000 habitants. Donc, en ressources humaines, on n'est que 169 agents, dont 85 au service colis et 84 dans le réseau banque postale. Entre autres, Mounir Moussa, si on comprend bien, il y a trop de services aujourd'hui, pas assez de personnel.
et vous demandez justement à ce qu'on renforce les effectifs. Justement, ça c'est votre demande aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle on a demandé l'audit. On a dit non, les agents n'arrivent plus à faire face par rapport aux charges de travail qu'ils ont aujourd'hui. Donc on demande un audit. Le 22 mai, on était à Paris, au siège de la Poste. On a demandé l'audit. La réponse que le directeur m'a donnée comme ça, dans le couloir de la Poste, il m'a dit que l'audit, oui, c'est bien, mais ça coûte trop cher. J'ai dit non. Alors, si ça coûte trop cher, on sera obligé de mettre des actions d'envergure pour pousser la Poste à mettre cet audit à Mayotte. Parce que les agents, ils n'arrivent plus à faire face par rapport à la charge qu'on a actuellement. Justement, vous le dites, vous avez décidé de passer à l'étape supérieure. Alors prochainement, dans notre territoire, on recevra justement la visite de la directrice réseau Outre-mer de la Poste. Comptez-vous la rencontrer? Est-ce que vous avez une réponse de sa part? Justement, le directeur de la Poste nous a informé que le 29 mai, non le 29 de ce mois-ci, la directrice sera à Mayotte. Donc, avec l'intersyndicale, on a essayé de négocier. Donc, on s'est convenu que le 30, il y aura une réunion. Non, il y aura un mouvement intersyndical. Le 30 novembre prochain, donc, pas de service, mouvement de grève, nouveau mouvement de grève. Hein? Ouais. Ça, je vous le confirme ici. Très bien. Et qu'est-ce que vous attendez justement de cette rencontre avec la directrice? Alors, de la Poste. Nos attentes sont vraiment nombreuses. Comme on les a énumérés ici. Déjà, on n'a pas assez de bureaux de poste. Ça, c'est la première chose. On n'a pas assez de matériel pour travailler. Il n'y a pas assez d'effectifs à Mayotte pour faire face à la charge de travail qu'on a aujourd'hui. Vous imaginez, avec l'augmentation de charge de travail qu'on a, et les effectifs qu'on a à Mayotte, ça date de... c'est pas... Vous vous plaignez également de la précarité des contrats, me semble-t-il? Justement, on a demandé à ce que tous les contrats précaires soient transformés en CDI. Donc, la Poste, il s'est engagé. Il paraît qu'ils avaient recruté 5 emplois d'avenir, dont un, il a démissionné. Il en reste 4. Un, il l'a recruté. Il paraît que le 3, ils vont le recruter avant la fin de l'année. Pour nous, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y en a beaucoup des emplois CDD. En cas d'échec, Mounir Moussa, quelles seront les suites de votre mouvement? En cas d'échec des discussions avec la directrice du réseau Outre-mer? Ah, ça c'est l'intersyndicale qui va décider après. Parce que Sud tout seul ne peut pas s'engager à dire qu'on va faire une grève illimitée pendant 2 mois. C'est pourtant ce qu'on a attendu, un mouvement illimité à partir du mois de décembre, notamment. Oui. Donc, entre-temps, les négociations ont débuté depuis plusieurs semaines. Donc là, on attend la concrétisation de nos discussions. Très bien. Merci Mounir Moussa d'être passé par ce 19h. Je rappelle, vous êtes le représentant de la Poste pour le syndicat Sud Solidaire PTT. Merci de votre présence. Merci. Autre sujet dans l'actualité, le droit du travail. Dans moins de 2 mois, la transposition du Code du travail de droit commun sera effective à Mayotte. À ce sujet, l'ADIA est organisé ce mercredi un séminaire d'information sur la mise en œuvre du dispositif. Des tables rondes où toutes les thématiques ont été abordées en présence de l'ensemble des acteurs du territoire. Présentation de ce colloque signé Adèle Laurent. Le Code du travail de droit commun sera bien applicable à Mayotte au 1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 20 salariés. Quant à celles de moins de 20 salariés, il faudra attendre le 1er janvier 2019. Rupture conventionnelle de contrat applicable, intervention d'un nouvel acteur, le conseiller du salarié, passage aux 35 heures et heures supplémentaires payées, mais aussi suppression des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, aspiré par le comité économique et social. Pour 90% des dispositions, ce code du travail sera le même qu'en métropole. Les dispositions particulières étant notamment le maintien de la commission consultative du travail et des jours fériés liés à la culture musulmane. On a après quelques dispositions qui décalent dans le temps
l'application d'un certain nombre de dispositifs qui entraînent des charges pour les entreprises, mais surtout la mesure qui a fait le plus parler à Mayotte, c'est le report des conseils des prud'hommes au 1er janvier 2022. Et en ce qui concerne l'assurance chômage, les dispositifs en place à Mayotte est un dispositif aussi spécifique qui va être maintenu, mais comme il y a une réforme de l'assurance chômage au niveau national, à moyen terme, pas au 1er janvier, mais dans le courant de l'année 2018, on risque d'avoir aussi une modification des conditions d'indemnisation, notamment peut-être une possibilité d'être indemnisé quand on démissionne ou une révision. Sur les retraites complémentaires, elles ne sont pas applicables au 1er janvier parce que, en fait, les retraites complémentaires, c'est un dispositif qui est financé par le Code de la Sécurité sociale. Elles seront applicables ponctuellement. Elles ne seront pas généralisées au 1er janvier. Et concernant ce code de la sécurité sociale, la CFDT Mayotte souhaiterait qu'il s'aligne également sur le droit commun. Pour exemple, si le nouveau code du travail prévoit la possibilité de bénéficier d'un congé paternité de 11 jours, le code de la sécurité sociale de Mayotte, en l'état, ne prévoit pas encore son indemnisation. Je voudrais que les choses soient revues du côté de la transposition du Code de la sécurité sociale pour que nous puissions harmoniser la globalité de la situation des agents du secteur privé pour qu'ils puissent être placés sur le même pied d'égalité que leurs homologues d'outre-mer ou du national. Et un des grands sujets discutés aujourd'hui était l'évolution du dialogue social. Le Code du travail, c'est un outil. Mais cet outil, si au sein des entreprises n'est pas bien utilisé, cet outil ne servira à rien. Donc je pense qu'il faudra qu'on se mobilise tous, qu'il y ait un réel dialogue. Parce qu'à défaut de cela, on sera des ennemis. Et les conséquences, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit au port, que ce soit chez Maïko, que ce soit à la Colas, partout dans les entreprises mahoraises, on est face à des situations quand même qui sont lamentable. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se remette à table et qu'on repense ce dialogue social sur le territoire. Je pense qu'il faut aussi beaucoup travailler sur la prévention des conflits. Évidemment, si on peut travailler en amont et éviter qu'un conflit sorte, on aura moins de difficultés à le gérer par la suite, qui n'existera pas. J'apprends que la commission de conciliation des conflits n'existera plus. C'est bien dommage. C'est vrai qu'elle a beaucoup servi ces derniers temps. Et dans la grande majorité des cas, elle a abouti à des décisions de fin de conflit. Donc je pense que c'est un dispositif qui aurait eu toute sa place à être préservé sur Mayotte. Bon, c'est dommage, on fera autrement. Mais voilà, c'est plein de choses qui vont être mises en place. Moi, j'ai pas trop peur pour l'année prochaine, même s'il y aura des couacs, bien évidemment. En effet, la route vers une réelle égalité est encore longue, même si la volonté des partenaires sociaux est d'arriver au même dispositif qu'en métropole le plus rapidement possible. Applicable, ça ne veut pas dire appliqué, parce qu'il y a des fois... Et donc là, on est en train de travailler sur l'écriture des décrets d'application, puisque pour qu'une loi puisse être appliquée, il faut qu'il y ait des décrets d'application. Donc il y a un gros travail en cours, j'espère qu'il pourra être achevé au premier trimestre de l'année prochaine. Mayotte est donc en train de basculer vers le droit commun. Mais ce droit commun sera considérablement modifié dans les prochains mois. À voir si cela sera bénéfique pour tous. Autre lutte sociale qui s'annonce dans les prochaines années, le Code de la sécurité sociale. Les prestations proposées dans le 5e département sont bien loin de ceux proposés dans le reste du territoire national. Taux d'assurance chômage ou bien encore l'assurance retraite sont largement inférieurs aux seuils nationaux. Une situation inquiétante pour les salariés de l'île puisque le premier retraité de droit commun à Mayotte pourra prétendre à des prestations normales qu'en 2078. On écoute à ce sujet Aurélie Jolin. Les montants sont effectivement très inférieurs au montant, constaté en métropole. Oui. On a un rattrapage, comme vous le savez, qui est prévu, qui a été inscrit dans tous les plans qui concernent Mayotte. Oui. Donc au niveau des retraites, les premières retraites à taux plein véritable, on est sur un rattrapage 2036. Rattrapage qui est à la fois sur les prestations, parce qu'on est un système de sécurité sociale entier, c'est-à-dire qui va des cotisations des employeurs jusqu'aux prestations versées aux salariés. Mmh. Et donc tout ça va augmenter de manière conjointe. On va augmenter les prestations, on va augmenter les cotisations à échéance, donc 2036 pour le moment. 19h20 sur Kwezi TV, merci d'être avec nous. À présent, le reste de l'actualité locale dans les brèves de Pierre Bellucci, Leslie Vimenet.
Lors de la rentrée 2016-2017, un collectif des étudiants étrangers s'était constitué suite aux difficultés rencontrées par de nombreux élèves pour régulariser dans les temps leur situation administrative et ainsi accéder aux études supérieures. Un an plus tard, le collectif assure qu'une délégation est régulièrement reçue à la préfecture et de nombreuses situations individuelles ont pu être débloquées. Pour l'année scolaire en cours, un nouveau protocole a été mis en place entre le vice-rectorat et la préfecture de Mayotte. Il doit permettre aux élèves étrangers inscrits en terminale d'obtenir leur carte de séjour dans des délais raisonnables et d'espérer poursuivre des études supérieures sans interruption. Le protocole prévoit 2 procédures selon que le futur étudiant passera son bac en juin 2018 ou qu'il l'ait obtenu les années antérieures. Afin de mener à bien les démarches, les membres du collectif invitent tous les étudiants concernés à se rapprocher d'eux dans les plus brefs délais. Pour la 2e fois consécutive en 15 jours, le paquebot MS Boutika de la compagnie norvégienne Fred Olsen va faire escale à Mayotte ce samedi 25 novembre. Il y a tout juste 15 jours, ce géant des mers avait déjà parcouru les eaux du lagon avec à son bord 1057 passagers. Il arrive de la capitale mauricienne et fera escale à Mayotte avant de rejoindre l'île de la Réunion, sa seconde et dernière escale avant son retour sur Port-Louis. À ce titre, le comité du tourisme, avec le concours de ses partenaires membres du club croisière, déploiera son dispositif d'accueil et d'animation en y associant toute la population. Les croisiéristes seront accueillis dès leur arrivée sur un ponton fleuri aux couleurs de Mayotte et animé par des chants et danses traditionnels. Des artistes locaux et des producteurs transformateurs seront également mobilisés pour faire découvrir et faire déguster les produits du terroir. Le comité du tourisme souhaite ainsi fidéliser cette compagnie et par effet domino séduire les compagnies internationales de croisière. À l'heure où le hashtag Balance ton port remue nos sociétés, Mayotte organise toute une semaine de manifestations dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au programme sur l'île dès vendredi, un colloque sur les violences faites aux femmes au travail organisé par l'ACFAV, ainsi qu'une projection du trailer de la mini-série Shababi Project, série télé mahoraise sur les questions de santé publique et les violences intrafamiliales. L'événement aura lieu au cinéma Alpaggio et sera suivi l'après-midi d'un biwi géant sur le VIH-Sida, organisé par l'association Narike Msada Place de la République. Le lendemain, une journée de sensibilisation et d'information sera organisée par le planning familial de Mayotte à Chiconi. Idem le 2 décembre prochain, mais cette fois par l'association des jeunes de Magicavo Lamir pour la lutte contre la délinquance. Autre sujet de sensibilisation prévu dans les prochains jours. Le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. À l'approche de ce grand événement, une association d'étudiants locales organise un café-débat sur la sexualité des jeunes à Mayotte. Un rendez-vous prévu le 28 novembre prochain. Pour quel objectif? Posons la question au président de l'association. Place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Saïd Mohamadi. Bonsoir. Bienvenue dans ce 19h. Une rencontre pour quel objectif? Alors tout d'abord, c'est de parler de sexualité entre jeunes et sensibiliser surtout les jeunes étudiants de Mayotte à la question de la sexualité. L'idée d'organiser un tel rassemblement vous est venue de quelle manière? Alors cette année, on est à la 2e édition du Café Débat sur la sexualité. L'année dernière, nous avions fait la première édition avec l'association Narike Msada, qui a très bien marché d'ailleurs. On a eu beaucoup d'engouement de la part du public. Beaucoup d'étudiants se posent des questions par rapport à la sexualité, comment utiliser un préservatif, comment se protéger, quels sont les dangers pour un rapport non protégé, etc., etc. Et on a voulu, par l'intermédiaire de ce café débat, répondre à l'ensemble de ces questions et justement évoquer les tabous, si j'ose dire, de la sexualité de Mayotte. Enfin, justement, la sexualité à Mayotte, est-ce que avec le temps, c'est un sujet qui libère la parole ou qui, au contraire, reste encore tabou? Alors, il y a, si vous voulez, sur la question de la sexualité à Mayotte, on a l'impression qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école des parents et l'école des jeunes. Si vous voulez, l'école traditionnelle et moderne. L'école nationale, on va dire, l'éducation nationale, on va dire, et l'enseignement supérieur permettent aux étudiants et aux jeunes lycéens d'aborder facilement ces questions de la sexualité. Et finalement, on se rend compte qu'il y a un véritable tabou entre les parents et les jeunes pour parler de questions en rapport avec la sexualité ou les relations hommes-femmes, si j'ose dire. Un événement qui est organisé justement dans le cadre de la prochaine journée mondiale de lutte contre le VIH. Quelle est votre analyse de ce phénomène dans le département ? S'agissant de la sexualité des jeunes à Mayotte, on se rend compte que finalement, il n'y a qu'à l'école
qu'on libère la parole sur ce genre de questions. Il n'y a qu'à l'école, si vous voulez, qu'on peut parler de ce genre de choses. Entre jeunes, bien sûr, la sexualité, on en parle tous les jours. Il n'y a pas de tabou, tout est posé sur la table. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les jeunes et leurs parents, il y a véritablement cette difficulté à aborder ce genre de sujet. Donc on a voulu faire cette manifestation et surtout en même temps prévenir les jeunes, les étudiants, notamment sur les questions liées au préservatif, au VIH, mais aussi à n'importe quel MST qui existe, parce que tout en sachant que à Mayotte, on est une population assez jeune. On recense énormément de jeunes filles qui sont enceintes actuellement, que ce soit en lycée ou en collège. Et justement, c'est l'occasion, pendant cette journée mondiale de lutte contre le VIH, d'évoquer ce thème qui est la sexualité des jeunes. Une problématique se pose par contre à Mayotte, parce que justement à Mayotte, il semble difficile d'avoir des chiffres précis sur les cas de contamination ou des personnes suivies pour le VIH. Est-ce que d'après vous, tout est fait justement pour sensibiliser face à ce phénomène ou accompagner les personnes contaminées? Alors, s'agissant du VIH, je sais que beaucoup d'actions sont menées à Mayotte, mais au vu des difficultés propre à Mayotte et au fait que la parole n'est pas forcément libérée, c'est assez difficile d'avoir des chiffres. Actuellement, il n'y a pas de chiffres officiels, du moins à ma connaissance, il n'y a pas de chiffres officiels sur le nombre de séropositifs ou le nombre de personnes qui se déclarent séropositifs. Il faut savoir que sur la question du VIH-Sida, à Mayotte, du moins, beaucoup de femmes, on a recensé plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les femmes qui se dépistent le plus, parce que lorsqu'elles sont enceintes, il y a un dépistage obligatoire, si j'ose dire, qui est mené. Vous estimez que les campagnes de dépistage, notamment, les actions menées sont suffisantes dans le département? Les actions menées ne sont pas suffisantes. Je pense qu'il faudrait en refaire de plus en plus. Après, voir également la manière dont on peut aborder ce sujet, mais tout en sachant qu'un vrai travail est déjà mené avec les professionnels. Et nous, simplement, on essaye de parler de ce genre de questions qui est la sexualité entre jeunes à notre manière, avec une autre méthodologie que celle utilisée actuellement. Et justement, cela fonctionne? C'est une des missions de votre association. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous ressentez justement le résultat? Oui, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne, puisqu'on est à la 2e édition. On a beaucoup de demandes par rapport à ce café débat sur la sexualité. Et dans les couloirs, si j'ose dire, lorsqu'on discute avec les jeunes, ils ne sont pas forcément au fait de leurs droits en matière de sexualité ou en matière de comportement entre hommes et femmes. Et justement, c'est l'occasion, lors de ce café débat, d'évoquer tous ces sujets et surtout faire la prévention à l'utilisation du préservatif, mais également au dépistage. Parce qu'aujourd'hui, le dépistage, encore une fois, est quelque chose qui est difficile, mais qui est, si j'ose dire, primordial pour tout un chacun pour savoir où on est exactement. Le café débat aura lieu donc le 28 novembre prochain. Quel sera le programme? Ça débute dès le matin? Non, on a, par un souci de salle, on commencera le café débat à partir de 14h à la salle polyvalente du centre universitaire, et le café débat est ouvert à l'ensemble de la population de Mayotte. C'est une entrée libre, donc qui veut participer à ce café débat peut venir naturellement. Sera effectivement le bienvenu. Merci Saïd Mohamadi d'avoir accepté notre invitation. Et pour terminer cette édition, la réussite éducative, une priorité pour le 101e département, une mise en œuvre qui demande aussi un programme et des professionnels de l'éducation engagés. Un sujet aujourd'hui objet de toutes les discussions à la mairie de Mamoudzou, en présence de l'Association nationale des acteurs de la réussite éducative, l'ANARE, une délégation métropolitaine invitée à venir faire émerger une prise de conscience des enjeux locaux et accompagner un réseau à Mayotte installé depuis maintenant 10 années. Bastien Sabouré. La réussite d'un territoire commence par la réussite éducative. Le réseau Océan Indien de l'ANARE, l'Association nationale des acteurs de la réussite éducative, découvre Mayotte. C'est à la mairie de Mamoudzou que la délégation métropolitaine est invitée à faire émerger une prise de conscience des enjeux locaux et à servir d'exemple à l'implantation de l'ANARE sur Mayotte. L'ANARE est une association nationale des acteurs de la réussite éducative qui regroupe à la fois les équipes opérationnelles qui travaillent dans les projets de réussite éducative, mais tous les acteurs éducatifs et sociaux qui sont
qui s'engage dans la collaboration avec ces équipes-là pour mettre en place la réussite éducative. On a un droit commun qui est quand même naissant, on a beaucoup de besoins sur le territoire, beaucoup de problématiques, et tout en sachant que la démarche de PRE, c'est de partir de l'enfant, mais prendre en compte ses difficultés dans sa globalité, c'est-à-dire au niveau culturel, au niveau éducatif, au niveau famille, au niveau social, et on a une accumulation donc de ces difficultés-là qui font qu'ici, comme dans peut-être des territoires ultramarins comme la Guyane, on a à peu près les mêmes problématiques. L'ANARE vient sensibiliser sur le PRE, le programme de réussite éducative, l'un des volets de la loi de programmation pour la cohésion sociale de janvier 2005. Ce PRE vise à accompagner les enfants de 2 à 16 ans, ne bénéficiant pas d'un environnement social, culturel ou familial favorable à leur réussite, et avoir des difficultés importantes dès le plus jeune âge peut mener à terme à sombrer dans la délinquance. Par exemple, quand on parle de l'absentéisme, souvent on nous dit un enfant est absentéiste. Mais derrière, il y a plusieurs causes. Il est absentéiste parce qu'il habite trop loin, il doit marcher, il doit éviter des fois par rapport à certains dangers, ou tout simplement parce que il a faim, il a dû prendre le temps de manger pour venir à l'école, ou bien absentéiste parce qu'il vient à un moment donné, il a faim, il n'a pas eu à manger, il rentre chez lui. Donc l'essentiel, c'est de vraiment bien diagnostiquer une situation et essayer de lever un peu les freins à une réussite scolaire. Comment on apprend à vivre avec les autres, la question de la socialisation du jeune, la question des règles, la question du respect de l'autre. Bref, on travaille sur le savoir-vivre, le savoir-être de l'enfant et du jeune, qui lui permet par là même, en intégrant ces notions de règles et de cadre, d'éviter, tant que faire se peut, de tomber dans des problématiques de délinquance. Mais nous sommes que l'un des acteurs de la prévention primaire. Le conseil départemental le met en œuvre, l'éducation nationale à sa façon la met en œuvre. Donc nous sommes des acteurs de ce travail de prévention primaire. Le PRE a été mis en place en 2007 au sein du quartier prioritaire de Mgombani. Le bilan 2015-2016 relate que 269 enfants ont été suivis durant cette période avec une moyenne d'âge de 11 ans. Ils sont suivis durant une vingtaine de mois, soit moins de 2 ans, un temps qui peut sembler bien court vu l'immense travail d'accompagnement à effectuer. C'est-à-dire que le PRE, il n'a pas vocation à suivre les enfants sur la totalité de leur vie parce qu'il y a des dispositifs qui existent. Il a plutôt son objet, c'est de donner un coup de pouce aux enfants pour leur permettre après de s'intégrer dans les dispositifs de droit commun que propose l'éducation nationale, que propose l'aide sociale à l'enfance, que propose la santé, etc. De toute façon, ce n'est pas ad vitam aeternam. C'est comme je vous dis, un maillon de la chaîne. Le département a son rôle dans la chaîne à jouer. Le plus important, c'est le parent qui doit, in fine, retrouver son enfant si à un moment donné, il était en perte de repère. Mais de toute façon, tout ce que nous faisons ne peut être que provisoire parce que ce n'est pas notre vocation à nous de garder ou de suivre un enfant toute la vie. L'école semble parfois avoir des airs de garderie à Mayotte. L'éducation dans le département le plus pauvre de France doit rester une priorité. Il est temps que la collectivité prenne le problème à bras-le-corps. À Mayotte, des efforts très importants restent à effectuer afin de sensibiliser parents et enfants à l'importance qu'a l'éducation pour l'avenir de la planète. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. À suivre la météo Alexandra Marouane. Demain, 6h, la matinale de Kwezi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.